Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo. D'accord. Mais alors, aujourd'hui, si le peuple vous désigne, on désigne M. Alain Mabankou, j'imagine que vous avez une certaine vision un peu de ce que sont les Congolais dans la diaspora. Qui pensez-vous pour être capable, qui pourrait être en mesure de faire quelque chose dans le sens de vous accompagner? Parce que vous savez, peu importe l'ambition, on a toujours besoin d'une équipe, et cette équipe, comme vous l'avez dit vous-même ici, l'objectif principal, c'est d'abord la compétence. On regarde par rapport à la compétence et non aux affinités qu'on a des uns des autres. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu dans le milieu de la diaspora congolaise, quelles sont les personnes que vous vous dites, je pourrais travailler avec X ou avec Y pour un potentiel projet? Sauf si vous me dites que vous ne connaissez pas de Congolais brillants. Alors là, c'est pas compliqué. Mais là, vous risquez de faire croire aux gens que j'ai formé un gouvernement, que j'ai formé... Vous savez, les Congolais, vous citez un tel, vous n'avez pas cité un tel, c'est un problème. Comme je vous l'ai dit, je suis un observateur. Je regarde ce que font les Congolais. Ils ne savent pas que je les regarde. Je regarde non pas ce que font les Congolais, mais je regarde aussi ce que font les autres Africains. Comment ils ont fait pour avancer, comment ils ont fait pour se sortir de la boue. Et il y a une chose que nous n'avons jamais expérimentée, c'est la capacité des femmes à diriger une nation. Moi, je regarde beaucoup. Moi, je regarde beaucoup parce qu'on n'a pas eu cette sorte de pouvoir qui serait en quelque sorte maternalisé. J'ai pensé à cela beaucoup. Je suis très, très curieux. J'ai fait beaucoup d'études sur le pouvoir en tant qu'élément féminin, même de l'émancipation du continent africain, même donc par voie de conséquence de notre pays. Et j'ai comme ça des acquaintances, des discussions avec beaucoup de Congolais dont j'admire l'intelligence, qu'ils soient dans le domaine pétrolier, qu'ils soient dans le domaine de l'économie, qu'ils soient dans le domaine des assurances, qu'ils soient dans le domaine des finances, qu'ils soient aussi dans le domaine culturel. J'ai beaucoup, j'apprends, j'étudie. Je vais auprès d'eux, je vois ce qui se passe à gauche et à droite, mais je ne pourrais pas donner des noms ici en direct dans un live parce que c'est des gens avec qui nous discutons, avec qui nous travaillons. Ces gens-là ne savent même pas que j'ai des pensées autres que cela concernant ce que nous avons. Donc, des gens qui sont des Congolais. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas... Je vous l'ai dit, je ne suis pas un assoiffé de pouvoir. Quand quelqu'un est plus calé que moi, je ne refuserai jamais que la personne passe devant moi ou que la personne soit là pour me dire ce qu'il faut faire. C'est important que celui qui veut emmener un mouvement soit aussi quelqu'un qui soit humble, de comprendre que le mouvement est grand aussi parce que les personnages secondaires ont exprimé beaucoup d'éléments. Il faut avoir le sens de l'écoute. Un homme politique, on a perdu ça de vue, c'est celui qui écoute tout le monde et qui va s'asseoir dans l'intimité pratiquement de son silence et de peser le pour et le contre des conseils qui lui ont été donnés et de prendre une décision qui rendrait tout le groupe fier d'avoir participé à la décision finale. Et ça, on n'a malheureusement pas des individus de cette sorte-là qui peuvent faire la symbiose de tout ce qu'on a écouté et pour donner une décision dans laquelle chacun des membres retrouverait une parcelle de ses idées à l'intérieur pour en être fier éternellement. Alors, est-ce que... Alors Oui, monsieur Serge, attendez. On vous donnera la parole si vous avez une question, monsieur Bizet. Alors, monsieur Mabankou, il y a une chose que les Congolais remontent très souvent. C'est le fait de dire Alain Mabankou, il s'en fout du Congo. Effectivement, aujourd'hui, il s'occupe beaucoup plus de ce qui se passe en RDC, alors que le Congo aussi vit des heures catastrophiques. Et vous n'êtes pas le seul. C'est un comportement qui est très souvent attribué aux Congolais, qui parfois cache une oreille. Est-ce que vous connaissez monsieur Nissim Blasconi, qui n'est pas très connu dans le milieu congolais d'ailleurs? Lasconi.
Blasconi, voilà. Oui. Vous, par exemple, vous voyez, vous connaissez Nissim Blasconi. Je peux parier que peut-être la moitié des personnes sur ce panel, sur ce live, ne connaissent pas Monsieur Nissim Blasconi. Pourtant, Nissim Blasconi, un grand chercheur aujourd'hui, qui parle d'un certain nombre de sujets sur les questions d'africanité. Pourtant, les Congolais ne le connaissent pas. Pas seulement parce que les Congolais n'ont pas été curieux de vouloir connaître Nissim Blasconi. Moi, par exemple, pour découvrir Nissim Blasconi, il a fallu que je sois dans un milieu de panafricanisme et surtout dans les Caraïbes. Est-ce que le Congolais n'a pas aussi en lui, et que vous aussi portez cette problématique-là? Alors, vous encore moins, parce que dans vos livres, au moins, vous avez abordé la question du Congo, mais là, je parle de manière générale. Est-ce que le Congolais n'a pas aussi en lui ce côté où il ne brandit pas sa représentation nationale, il ne brandit pas son pays, et vous en faites les frais, alors que vous, en réalité, avez toujours abordé la question du Congo de par vos livres? Oui, mais je pense que Lasconi est l'exemple même type de celui qui, par la patience, de celui qui, par sa connaissance personnelle, est en train de creuser vraiment l'histoire africaine. Moi, j'admire être à côté de mon petit frère Lasconi parce que il a fait des films et il est allé en Afrique anglophone. C'est quelqu'un qui, pourtant, que je croisais à Château-Rouge, dans les milieux des sapeurs, etc., on pourrait penser que c'est le fou ou quelque chose comme ça, mais à la fin, il a pris le temps d'étudier notre histoire et peut-être de nous donner des éléments même de réflexion. C'est des intelligences comme ça. Quand je vais dans des réunions internationales, il est là, avec sa caméra, il prend tout. Il m'a donné ses films qu'il a fait à gauche et à droite sur les Négus, sur beaucoup d'éléments. Et il y a des Congolais comme ça qui travaillent dans l'ombre. Il y a des Congolais à qui on ne donne pas beaucoup de crédit parce qu'on se dit « Oh, mais Lasconi, on a été ensemble au marché de Total, on a fait ceci, qu'est-ce qu'il va venir m'apprendre ?» Parfois, l'intelligence vient de ce peuple-là. Nous avons perdu cette faculté à aller prendre l'intelligence qu'on nous ramène du peuple. Et Lasconi, pour moi, j'aimerais le saluer personnellement ici, est un individu pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà quelqu'un qui sait qu'est-ce que la culture. Donc la question qui suivait, c'est est-ce que finalement, il ne manque pas aux Congolais le fait de marquer sa congolité? Vous voyez par exemple un Camerounais marque toujours le fait qu'il soit camerounais, comme un Ivoirien marque toujours le fait qu'il soit ivoirien, mais on a parfois l'impression que les Congolais ne marquent pas toujours le fait d'être Congolais. Est-ce que c'est une problématique profonde? Est-ce que c'est juste l'environnement dans lequel ils ont été, ils ont grandi avec l'éducation qu'ils ont reçue? Est-ce que vous avez une raison par rapport à cela? Non, mais parce que le Congo, nous avons toujours cette exigence qui fait que nous avons toujours tendance à ne pas être prophète dans notre propre pays. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, le premier à douter de vos réalisations, c'est le Congolais. Les autres, quand ils font quelque chose, ils sont portés parfois la plupart du temps par leurs compatriotes. Le Congolais va faire quelque chose, l'autre va arriver, ouais, il veut montrer quoi, il a fait ceci, c'est un franc-maçon, il travaille avec les juifs, il y a toujours une autodestruction congolaise qui est considérée comme un ingrédient national. Et on a toujours tendance à attendre que le Congolais soit reconnu ailleurs pour lui donner tout le crédit national. Ah, vous voyez, hein, même les Blancs sont en train d'acheter. Quand nous avons commencé à écrire nos livres, nos romans, vous pensez que c'est les Congolais qui nous ont commencé à nous lire? J'étais détruit là par les Congolais, je ne donnerai pas son nom, j'étais détruit par les Congolais vers Château. Ah, qu'est-ce qu'ils croient? C'est pas un écrivain, le vrai écrivain c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Mais j'écoutais, c'était le manque de confiance. C'est parce que le Congolais pense que la réussite de son compatriote va dénuder sa propre situation. Vous êtes tous à l'étranger, s'il y a un Congolais qui perce, vous pensez que sa percée risque de montrer combien vous-même vous êtes nus. Donc il faut le descendre au lieu de le porter. Alors que vous avez un Sénégalais qui réussit, tout le monde le porte au pinacle. Mbougar Sarr a reçu le prix Goncourt de la littérature. Il a été reçu par le président de la République du Sénégal. C'était un événement national.
J'ai reçu le prix Renaudot 2006. J'étais reçu où chez vous? Nulle part. Nulle part. C'est le deuxième plus grand prix en France. C'est la première fois que nous l'avions dans l'histoire de la littérature congolaise. Il n'y a que 4 Africains qui l'ont eu. 0. Manque de considération. Voilà. Le seul qui m'a reçu, c'était mon ami Henri Lopez. Il m'a reçu en tant qu'ami. Je suis allé pour la première fois au Collège de France, le premier écrivain blanc, noir ou jaune qu'on reçoit au Collège de France pour faire des cours. Qui était là? C'était toujours mon ami Henri Lopez. Pendant ce temps, vous aviez les Miss Congo à fêter là-bas pendant le même moment. Voilà. En effet. Alors, Après vous venez nous dire, oui, on a un... Non, il faut arrêter. Le Congo ne peut pas être discrédité culturellement. C'était l'unité de mesure à l'époque de l'Afrique équatoriale française, capitale de la France libre. Le journal L'Équateur sortait la liaison où on publiait tout le monde. La légende de Mfumu Mamazo, nom des gens Malonga. Je veux dire, l'Europe inculpée, tout cela. Le Congo est le point névralgique de la culture africaine. Mais le Congo n'a jamais eu cette sorte de bénédiction de monnayer sa culture, de la mettre comme un des éléments fondamentaux de presque l'émerveillement de notre nation. On a les gorges des Diosso, on a l'océan Atlantique, on a tout ce qu'il faut là. Tous ces sites sont laissés à l'abandon, on ne fait rien, on ne promet rien. Tout ce qui compte pour nous, c'est d'être ministre et de se transformer en capitaliste pour construire des maisons où? En Europe. c'est très grave. C'est grave. Effectivement. Alors, cet argent, vous pouvez l'utiliser pour faire des sites culturels. Voilà. c'est clair. Alors, je vais laisser mon avou. On va faire une petite pause Une pour pause, tapoter oui. pour qu'on arrive à 200 cas, s'il vous Attends, plaît. je vais animer. S'il vous plaît, on va tapoter, on va arriver bientôt à la fin de l'émission quand même. On Une tapote, petite on doit pause, atteindre les j'arrive. 200. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, pendant la pause de Monsieur Mabankou, on tapote s'il vous plaît. Longtemps, des gens ont dit Monsieur Mabankou ne s'occupe plus du Congo. On l'a aujourd'hui, Monsieur Mabankou qui répond à nos questions, qui a répondu à un certain nombre de questions. Pour les personnes qui n'étaient pas là au début, nous avons parlé de plusieurs sujets. On a parlé même de justement de ce parcours un petit peu musical aujourd'hui qu'il est en train de faire, de l'interview avec Ferregola, du fait que certains Congolais reprochaient à Monsieur Mabankou d'avoir abandonné entre guillemets le Congo. Et là, on a abordé, envoyer des cœurs. Là, on a abordé la question politique. S'il vous plaît, c'est ça aussi, soutenir votre compatriote. C'est ça, vous ne soutenez pas. Hein? C'est ça. Et donc, au retour de Monsieur Mabankou, Mwanavula pourra poser sa question. Donc voilà, on a abordé tous les sujets. Pour les personnes qui n'étaient pas là, comme je le disais, on a abordé la question de la littérature. On a abordé la question de la situation politique, on a abordé la notion du peuple, la diaspora, hein, un petit peu son vécu, ses rencontres, tout ce qu'il a fait pour le Congo. Assez brièvement, on a abordé tous ces sujets-là. Donc là, on est en train de partir vers la fin, on essaie de comprendre justement certaines problématiques. Monsieur Mabankou nous confirme ici que le Congolais vit avec un mal-être, celui de voir, de ne pas supporter voir l'autre réussir, hein, c'est-à-dire que lorsque un Congolais réussit, il y en a toujours qui veulent le descendre au lieu de le propulser vers l'avant. Et effectivement, ça c'est une problématique. Je pense que beaucoup de personnes ont peut-être déjà vécu ce genre de choses. On a parlé aussi des Congolais qui sont dans l'ombre. Oui, les cœurs orange, s'il vous plaît. Les cœurs orange, écrivons good life, good life, good life. On arrive à 400 cas, s'il vous plaît. Good life, écrivons good life. Il y a aussi eu le fait que justement, on a parlé de... Moi, j'ai abordé la notion de Monsieur Lasconi. Justement parce que Monsieur Lasconi, comme il a bien dit, Monsieur Disney qui va poser sa question parce qu'il est monté avant moi. Ah bon, d'accord, pas de problème, ce sera Monsieur Billet. Donc on a parlé de Monsieur Lasconi aussi, qui est un Congolais qui fait un grand travail mais qui n'est pas forcément connu. Donc on a essayé de comprendre un peu tout ça. Donc voilà, on va juste attendre un petit peu. Écrivons good live. Cherche seulement, si tu penses avoir des arguments, tu peux monter, mon cher, hein, cherche seulement. Tu dis que je parle pour parler. Ah, je ne sais pas qui c'est, mais... Non, on ne veut pas, là, le cadre est bon, on ne faut pas détruire le cadre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la famille, tapotez le live, partagez le live. Il ne faut pas détruire, en tout cas, s'il vous plaît. Le cadre est bon. Ouais. Donc, je répète une information. Tapotez le live, tapotons la famille, qu'on arrive à 300 cas.
Alors, je répète une information, donc avant que ce soit d'abord Monsieur Serge Bizet qui pose la question. Pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec Alain Mabankou, vous pouvez même l'ajouter via votre TikTok. Je tiens à le rappeler, n'appelez pas Alain Mabankou parce que vous avez votre mémoire de terminale à faire. N'appelez pas Alain Mabankou parce que vous avez vos histoires personnelles à faire. On parle là de projets sérieux pour des personnes aussi qui ont une vision sérieuse et déjà qui incarnent quelque chose. Monsieur Serge Bizet, quelle est votre question? Il y a l'autre qui a dit, moi, il m'a bloqué. Il t'a bloqué parce que tu as fait quelque chose. Qui a été bloqué? Là, monsieur qui a écrit, moi, il me... Bon, écoutez, si vous insultez monsieur Mabankou, ce sera normal qu'il vous bloque. Hein, donc, vous savez ce que vous avez fait pour être bloqué. Monsieur Serge Bizet, est-ce que vous êtes là? Monsieur Serge Bizet 1. Enlevez votre micro, s'il vous plaît. Serge Bizet 2. Serge Bizet 3. Ah. Oui, on vous écoute. Bon, je pense qu'il a un problème. En attendant, Moinavoula peut poser sa question. Ouais, bonsoir à tous. Voilà. Je sais pas si je pourrais me contenter d'une seule question parce qu'on n'a pas la possibilité de discuter avec Alain Mabankou tout le temps. J'aimerais vraiment profiter pour que ça soit un bref échange puisqu'il n'y a pas assez de temps. Moi, je suis vraiment content d'échanger avec vous. Je sais pas, il y a quelques mois, il y avait un live qui était prévu avec vous, mais au final, le live n'avait pas abouti. J'attendais vraiment à discuter, parce que j'ai l'habitude de vous suivre et je vous connais vraiment de par la littérature et ce que vous incarnez. Toute une fierté, parce qu'il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, il est très difficile lorsque vous arrivez dans des milieux intellectuel et que vous vous présentez en tant que Congolais, il faut encore préciser beaucoup de choses parce qu'il y a une forte méconnaissance de ce que nous sommes au fur et à mesure, c'est ce que je remarque un tout petit peu. Mais moi, j'aimerais commencer par le volet politique. À l'époque où il y avait l'époque de changement de la Constitution, vos prises de parole avaient suscité beaucoup d'émoi au Congo parce que moi, j'étais personnellement là, il y avait beaucoup d'engouement autour de vos prises de parole. Tout le monde attendait à chaque fois que vous étiez en train de donner un avis sur la situation politique congolaise, quitte à penser même que vous étiez vraiment pressenti à être un grand leader d'opinion politiquement, c'est-à-dire même incarner une grande figure de l'opposition. Mais après, subitement, il y a eu un silence radio. Vous vous êtes automatiquement désintéressé de la situation politique. Vous êtes replié ou recroquevillé sur vous. On ne vous écoutait plus, on ne vous voyait plus. Moi, ce que j'aimerais savoir, pourquoi ce repli brusque? Merci vraiment pour la question, cher Moinavoula. Je pense que c'est quand vous avez dans le quartier souvent quand vous avez un chien qui ne fait qu'aboyer tout le temps, après tu n'as plus peur de ce chien-là. Mais si le chien s'est tué, c'est qu'il est en train de réfléchir, de travailler. Et puis, il faut dire aussi que j'ai toujours été là dans le débat lorsque il s'agissait du Congo-Brazzaville. Ça ne veut pas dire que je vais être là tout le temps. Il y a le paludisme, je suis là. Il y a la fièvre jaune, je suis là. Je ne suis pas vraiment... J'ai que 2 épaules dans mon existence. Et je sentais que le moment de la Constitution était un moment fondamental pour la République du Congo. Et j'avais mis tout ce que je pouvais dessus. Je sentais aussi que le moment des élections était un moment essentiel. J'avais fait ce que je pouvais faire. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les élections se sont passées. Vous avez eu le résultat que vous avez. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je continue à engueuler ce qui s'est passé, alors même que la population elle-même est d'accord sur entre guillemets, est d'accord sur la situation qui était là. Donc, ça ne veut pas dire que si je ne parle pas, c'est que ma position a changé. Et puis, je suis aussi un créateur, mon frère. Je travaille et j'enseigne à l'université de Californie, Los Angeles. J'enseigne au Collège de France. J'enseigne à l'école polytechnique de Zurich.
j'écris mes livres, j'ai ici aussi une vie à Los Angeles, et puis il y a aussi la pédagogie que je vais faire dans le continent africain. Je fais des choses concrètes, il y a des choses que je fais que vous ne voyez pas. Il y a des choses que je fais que je ne mets pas clairement comme cela. Donc il y a beaucoup d'éléments qui se font dans le silence et qui ne nécessitent pas forcément qu'on batte le tam-tam. Enfin, je pense que j'ai toujours coïncidé mes sorties aussi avec ce que j'ai à faire au même moment pour avoir la bénédiction même de cette presse internationale. Donc, je n'ai pas fléchi. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose qui puisse me faire sortir de la tanière ou qui puisse rentrer. Si je fais beaucoup du culturel, ça ne veut pas dire que j'ai oublié ce qui me tient à cœur. La preuve aujourd'hui, eh ben, j'ai accepté ce live pour en parler clairement et vous comprendrez que le lion est resté toujours lion, hein, quel que soit ce qu'on pourrait dire. Donc ne vous en faites pas là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut... Non, monsieur Serge, attendez. Monsieur Serge, vas-y, tu veux poser une deuxième question. Monsieur Serge, attendez, vous n'étiez pas là. D'accord. Il y a un constat que vous avez dressé tout à l'heure. Oui. Mais avant de rappeler ce constat, j'aimerais juste donner mon avis sous forme d'introduction. C'est que nous sommes devenus une société où il y a le refus de la contradiction et notamment le refus de l'excellence. Tout ce qui excelle dans, on va dire, il y a un refus vraiment de l'excellence qui devient insupportable. Où tout le temps, lorsque les gens veulent apprendre ou posent la contradiction pour aller un peu plus loin de la réflexion, soit ils sont taxés automatiquement ou caricaturés pour les mettre en marge de la société. C'est un poison que l'on retrouve notamment aussi dans les milieux congolais qui se disent intellectuels. Et moi, j'aimerais réellement savoir quel est votre avis, quelle est réellement votre analyse ou votre avis par rapport à ce comportement que les Congolais sont en train de développer. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être pour très très longtemps préjudiciable pour ce que nous voulons faire du Congo et pour ce qui est le Congo aujourd'hui. Quel est votre avis par rapport à ce constat? Mais je pense qu'il faudrait que nous cultivions le sens de la contradiction, le sens de l'échange, le sens du dialogue. Les réseaux sociaux sont devenus aussi des espaces sur lesquels on peut exprimer nos angoisses, nos obsessions et peut-être nos rêves aussi. Et j'ai constaté également que si vous parlez du manque de contradiction, mais c'est aussi parce que nous avons vécu et nous avons été entraînés dans le sens de la parole à sens unique, dans le sens de la vérité détenue, vérité entre guillemets, détenue par le parti unique. Il y a un travail de mentalité à faire. La mentalité congolaise doit être lavée à l'eau de Javel pour avoir une mentalité neuve, celle qui accepte la contradiction, celle qui accepte le débat, celle qui accepte aussi d'avoir à répondre des actes qu'on aurait posés. Donc moi, je suis peut-être un rêveur, mais je suis aussi conscient qu'un peuple qui ne rêve pas est un peuple qui est destiné à être entraîné comme des moutons de Panurge dans le fossé même du désespoir. Voilà. D'accord. On arrive bientôt à la fin. Monsieur Serge Bizet, votre question. Merci. Hello everyone. Je sais que vous parlez l'anglais. Allez, Babakou. Oui. D'ailleurs, il ne parle pas l'anglais. Vous êtes congolais, Ouais. monsieur Serge Bizet? C'est pas grave. De toute façon, Serge Bizet, BBC Télévision Manchester. Je suis congolais d'origine. Oui. Et je voulais juste demander à Alain Babakou que j'ai l'entretien avec lui parce que c'est une personne que j'aime beaucoup et que je pense qu'il peut faire beaucoup de choses au Congo. Ah, vous voulez un entretien télévisuel parce que vous avez parlé de BBC avant de... Non. C'est ça? Oui, je suis journaliste, je travaillais pour la BBC.
tout le monde connaît. Vous demandez à Faye Monama ou tous les Congolais qui sont en France, qui sont un peu partout, ils connaissent Serge Bizet. Ils ont vu mes vidéos. Je suis Congolais avant tout, hein, ok? Mais je suis journaliste et j'aimerais avoir vraiment un moment de conversation avec Alain Mabangou. Je vais répondre par rapport à ça, monsieur Serge Bizet, comme l'a dit monsieur Alain Mabangou. Est-ce que vous entendez? Voilà, le peu importe la demande que vous avez, si vous avez une demande particulière à monsieur Mabangou, vous contactez monsieur Mabangou en privé, il pourra vous répondre justement pour vous dire si c'est possible, si ça l'est pas. Hein, vous n'avez pas nécessairement besoin justement de décrire. Oui. Je pense que bon, si les gens vous connaissent, si monsieur Mabangou ne vous connaît pas, je pense qu'il ne se posera pas la question si Faye Monama vous connaît. Donc posez-lui, envoyez-lui les informations nécessaires par message et lui il verra. Il y a le mail. Il y a le mail. Oui, parce que Alain Mabangou, il a un groupe qui s'appelle Alain Mabangou Group et je l'ai envoyé plusieurs messages, mais malheureusement il n'est pas au courant. J'ai pas de groupe comme ça, non. Ah ouais? C'est pas grave. Je suis Serge Bizet, je suis journaliste à la BBC et j'aimerais parler avec vous one to one, ok? Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis qu'il y a un email et je n'ai pas de groupe. S'il y a un groupe Alain Mabangou, alors moi j'ai pas de. C'est de l'arnaque peut-être. Il y a de l'arnaque, hein, parce que. Donc, allez sur le Instagram de monsieur Mabangou, il y a l'adresse mail. Vous pourrez lui envoyer toutes les informations là-bas. Voilà. Vous voyez bien l'Instagram qui est certifié. Hein. Si c'est pas certifié, c'est pas moi. Ouais, parfait, c'est très bien. Vous pouvez me retrouver dans Google, vous pouvez me trouver dans tous les comment on appelle ça, tout ce que vous voulez. D'accord, monsieur Serge, il n'y a pas de problème. Il y a Faye qui est là, on va contacter Faye et Faye va nous donner. Voilà, Faye il me connaît très bien parce que. Très bien, pas de problème. Donc, monsieur Mabangou, une chose, puisque on parle quand même de littérature, hein, on est quand même en face de nous, un littéraire. Vous avez certainement un autre livre qui va bientôt sortir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler quand même? C'est un livre qui va sortir le 29 août, la fin du mois prochain, en France, qui s'appelle Cette femme qui nous regarde. Donc c'est un portrait que je fais de la femme la plus extraordinaire de l'histoire du monde noir. Elle est toujours vivante, Angela Davis, et elle a beaucoup marqué les droits civiques, les Black Panthers, l'époque des Black Beautiful aux États-Unis, et j'essaye de voir son existence par rapport à mon existence en tant que Congolais à l'époque des perturbations, de la colonisation, des indépendances, des coups d'État, des assassinats, etc. Et de l'autre côté, de voir comment les Noirs américains aussi étaient en train de se battre pour leur liberté. Donc c'est un livre qui sortira le 29 août aux éditions Robert Laffont, mais à partir de août-septembre, vous en entendrez parler parce qu'il y a déjà tous les journalistes de la presse française qui ont prévu des émissions, qui se sont déjà alignés, c'est bétonné. Il y a la première présentation le 6 septembre à la FNAC de Saint-Lazare à Paris. Voilà. D'accord, donc... Question. Vas-y, Kento. Oui, je voulais demander à M. Mabangou, quel est votre avis sur le fait que la diaspora congolaise n'est toujours pas en mesure de voter pendant les élections électorales, le droit de vote des Congolais? Moi, je pense qu'il faut que la diaspora congolaise puisse voter. Pourquoi on a peur de la diaspora? Parce qu'on ne peut pas la contrôler. Donc, il y a, regardez, moi je vois hein, les Français, la diaspora française, comment s'appelle, les Français de l'étranger votent. Il faut tout simplement que le gouvernement crée un ministère des Congolais de l'étranger qui sera, voilà, un vrai ministère avec un contrôle, on sait qui est qui, etc., etc. Il y aura des votes aussi à l'étranger. La diaspora doit voter. Les autres pays africains, je crois, votent. La diaspora vote. Seul le Congo... Comment? Sauf la diaspora congolaise qui ne vote pas. Sauf la diaspora congolaise. Les autres, ils n'ont pas de problème. Donc, nous, on a créé deux catégories de Congolais. Des Congolais qui sont à l'étranger, qui n'ont pas la capacité juridique de voter,
et on ne croit qu'aux Congolais qui sont à l'intérieur du pays, peut-être parce qu'on peut les maîtriser. Donc il faut que la diaspora puisse voter, parce qu'il n'y a pas deux types de Congolais, un à l'étranger et l'autre à l'intérieur. Comment voulez-vous que mon cousin direct du même sang va voter et moi, parce que je suis à l'étranger, je ne peux pas voter? C'est pas possible. Donc je suis obligé d'appeler mon cousin, attention, va voter un tel, va voter un tel. Ça ne se fait pas pareil. Donc il faut repenser tout cela, mais bon. Oui. Voilà. Que faut-il faire quand on vote, en fait, quand on commence à voter? Il faut une loi électorale. Il faut une loi électorale il faut une loi électorale. Et puis, il faut qu'on arrête de penser qu'un Congolais à l'étranger est forcément un opposant. C'est la conception que nous avons en Afrique ou au Congo. Au Congo, si vous êtes un Congolais à l'étranger, vous êtes potentiellement un opposant. Non. Il faut que nous revenions à la situation où les candidats à la présidence de la République vont venir aussi faire la campagne à l'extérieur. Ils vont aller voir les Congolais, ils vont les convaincre. On va les voir saluer les mamans à Château-Rouge, et on va les voir saluer à Matongé. C'est ça le problème. Mais on a toujours tendance à croire que si vous êtes en dehors, vous allez voter contre ce qui est dedans. Et donc, on a créé deux catégories de Congolais. Les Congolais inéligibles et les Congolais éligibles à l'intérieur. Au moment où, dans les années 60, les gens se sont battus pour que les droits civiques soient universels, le Congo a créé une certaine exception à l'universalité du droit au vote en écartant de manière éhontée et sans vergogne les Congolais de l'extérieur. Alors que même ces Congolais-là sont ceux qui font parfois beaucoup pour l'image de la République du Congo à l'extérieur. Mon cher Wilfried Ntsonde, mon cher Emmanuel Dongala, mon cher, je ne sais pas qui encore, Congolais de l'étranger, malgré tous les éclats que vous faites pour le rayonnement du Congo à l'étranger, eh bien, vous n'êtes pas Congolais tant que vous n'êtes pas à l'intérieur du pays. Voilà la triste réalité, voilà où nous en sommes. Alors, juste pour les dernières questions, une question importante sur la question économique. Aujourd'hui, on sait que pour avoir un impact dans un pays, notamment un pays comme le Congo, soit on est capable de prendre des décisions comme les politiques, mais on sait aussi que lorsqu'on représente une force économique, cette force économique peut bousculer les choses. Est-ce que, ma question est à deux volets, aujourd'hui, si la diaspora a une capacité à construire, des gens dans la diaspora, je veux dire, une capacité à construire par exemple des entreprises qui demain représentent une grande partie de ce qu'est la population congolaise, ça peut être un élément pour bousculer les choses au Congo. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, je vais donner un chiffre au hasard. Admettons qu'il y ait potentiellement 400 000 Congolais dans la diaspora, dans le monde. Si on prend ces 400 000 Congolais, si ces 400 000 Congolais arrivent à réunir pour chacun 50 €, ça nous fera aux environs de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, je pense que si on le calcule en francs CFA, ce sera plus de 12 milliards de francs CFA. Est-ce que aujourd'hui, justement, cette diaspora, si elle avait cette capacité de s'organiser de la sorte financièrement, elle ne peut pas, quelque part, bousculer l'échiquier politique du Congo? Oui, je pense que c'est ce que je disais, la capacité économique est une chose formidable. C'est parce que je crois que économiquement, nous ne pesons pas dans la diaspora parce que notre économie est éparpillée et nous avons grandi dans cet esprit de ne pas investir économiquement. 60%, sinon beaucoup de nos jeunes, quand ils viennent en Europe, viennent avec des ambitions qui sont éloignées de l'investissement. Ils se perdent dans des projets qui sont des projets de consommation immédiate, qui sont des projets qui n'intègrent pas la question de l'investissement économique. Quand ton projet venir en France et d'acheter des Weston, des Gucci, des, je sais pas, des habits chers, etc., qui sont des choses usables, mais c'est ce que font les sapeurs. Ça veut dire que tu n'as pas compris le sens de l'existence.
Si vous me voyez, moi, porter Gucci ou quoi là, ça veut dire que mes investissements ont déjà été faits. Parce que tout ce que tu as dépensé là, tu n'as pas fait une économie qui est rentable pour ton pays. Tu es venu engraisser l'économie du pays dans lequel tu es hébergé. Et donc, ça reviendra à la même situation où vous verrez que la plupart des gens qui portent les grandes marques n'ont rien économiquement de prévu à côté. Tandis que ceux qui font de l'investissement savent que lorsque j'achète ceci, lorsque je fais cela, eh ben, j'ai un investissement. De la même manière, si vous voulez que économiquement la mode soit un élément qui pèse dans la diaspora, il faut commencer à discuter avec ces marques. Il faut commencer à monnayer avec, à discuter, à travailler. Si vous allez dans le site de Chanel.com, là je vous le dis pour ceux qui sont là, j'ai travaillé avec Chanel. Mais Chanel a fait un contrat. Chanel a fait quelque chose d'économique dans lequel nous sommes allés jusqu'au Sénégal pour faire des films, pour faire des éléments, etc. C'était un contrat en partenariat. Mais nous ne pouvons pas être aujourd'hui des Congolais qui pensent à l'économie, mais qui en réalité dépensent tout ce qu'ils ont pour enrichir l'économie du pays dans lequel ils vivent sans pour autant avoir du retour. Quand je pense par exemple à un quartier comme le Château Rouge, quand nous étions arrivés en France, moi je suis arrivé en France à la fin des années 80, donc en 1989-1990, l'immobilier était le plus bas possible dans ce quartier. J'arrivais là, je disais aux Congolais, mais il faut acheter ça. Ils disent non, moi je dois économiser pour rentrer au pays. Mais l'économie, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils achetaient des Weston, des crocodiles, des tout, qu'ils mettaient dans des malles en pensant que ça c'était un investissement. La paire de chaussures n'est pas un investissement. Pendant une fois que tu la mets dans la boîte, tout ça, ça veut dire que tu vas leur porter, ça va user. Donc l'argent que tu as mis à l'intérieur s'est évaporé par rien, pour rien. Mais là, vous attaquez frontalement les sapeurs qui perpétuent finalement cette chose-là. Mais bien sûr, vous pensez que les sapeurs amènent économiquement quelque chose au Congo? C'est pas parce que vous avez ouvert une petite boutique éphémère au boulevard à Bakongo, là-bas, qui va durer 3 mois, et dans lequel vous êtes là. Non! Je vous attaque directement. Si vous n'êtes pas d'accord, venez. Je vais vous donner des cours d'investissement. Parce que si vous avez acheté un appartement depuis 2005, vous savez, en 2005, l'appartement à Château-Rouge coûtait 185 000, je vous le dis. L'appartement que j'avais, mon premier appartement que j'ai acheté, c'est pas loin, à Max Dormois, où il y avait tous les Congolais qui ne sont plus là parce que le quartier a changé, il s'est boboisé, il est devenu plus cher. Je l'ai acheté à 185 000 francs, il vaut aujourd'hui 700 000 euros. Vous voyez la plus-value? Vous voyez la plus-value? Mais si avec les 189 000, j'avais acheté des Weston ou acheté un taxi pour laisser, ou dès qu'il y a une panne, on m'appelle pour dire viens réparer alors que je suis aux États-Unis, c'est pas un bel investissement. Il avait investi dans la pierre, tu as investi dans les actions, etc., etc. Les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires savent ce qui peut apporter quelque chose. Nous, les Congolais, nous sommes responsables du manque des rentrées économiques de la SAP dans nos pays. Regardez la vie des anciens sapeurs. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils continuent à traîner à Paris là-bas. Ils n'ont rien. Leur pouvoir, c'est seulement de dire j'ai fait ceci, j'ai été avec Papa Wemba, j'ai été... Mais tu n'as rien, mon cher. Mais est-ce que ça veut dire? Oui, allez-y. Comment? Non, allez-y. Oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu un sapeur qui a fait un grand investissement. Donnez-moi un exemple. Personne. Donc, attends, tu vas rebondir. Alors, ça veut dire, on a d'un côté l'opposition, c'est la comédie, de l'autre côté, des sapeurs, c'est la comédie. La diaspora, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a déjà une diaspora qui ne sert à rien finalement? À part d'envoyer là je parle indépendamment du fait d'envoyer de l'argent à ses parents, tout ça là, en tant qu'organisation.
Mais le problème, c'est que quand vous envoyez de l'argent, vous êtes en train de faire ce qui s'appelle vous aider la famille. Mais l'aide n'a jamais été aussi un investissement. On vous a toujours dit que, au lieu d'aider quelqu'un, apprenez cette personne à pécher. Apprenez cette personne à pécher. Nous avons manqué de pédagogie dans le cadre de l'investissement. Vous savez, moi j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui m'avaient alerté dès le départ. Petit fait ceci, petit fait cela, petit fait cela. C'est important pour peut-être avoir une sécurité une fois que vous êtes à un stade où vous savez que vous avez fait ce que vous avez pu dans votre existence et le jour où vous partez, vous laissez quelque chose dont les enfants diront que notre père n'était pas un petit con qui parlait beaucoup et qui n'a rien laissé. Et moi, je pense que le mouvement de la SAP a été un mouvement suicidaire économiquement pour tous les Congolais. Et je m'en fous que cela fasse du mal à qui que ce soit. Ça n'a pas inculqué aux jeunes Congolais le sens de l'investissement. Ça a inculqué aux jeunes Congolais le sens de se bomber la poitrine pour ce qu'ils n'ont pas, pour ce qu'ils ne sont pas et pour ce qu'ils ne seront pas. C'est ça le problème de la SAP. Quel est le sapeur qui a fait un investissement en France? Zéro. Quel est le sapeur qui a fait un investissement au Congo? Zéro. Vous vous moquez des Maliens, vous vous moquez des Sénégalais, mais regardez les investissements qu'ils ont fait chez eux. Quand je vais là-bas, j'achète leurs habits avec leurs griffes. Je porte de la couture ghanéenne, bien signée chez eux. Et quand je les porte, même les Ghanéens sont contents. Les Congolais, vous êtes on a inventé la SAP a commencé chez nous. C'est pour faire des parades de clowns. Allez tourner des dos comme ça, vous n'êtes rien et puis vous finissez par rentrer dans une cabane. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Vas-y. Merci. Doema Bankou, en fait, j'ai une question. Oui. Par rapport à la SAP, parce que nous, quand on dénonçait cela, les gens nous traitaient des jaloux, des jeunes qui aimeraient être à la place des doyens, tout et tout. Merci encore, Doema Bankou. On sait que ça va déranger beaucoup de gens, mais voilà, c'est la réalité, c'est la vérité. Voilà. Doema Bankou, ma question est celle-là. Par contre, l'année passée, nous avons vu le gouvernement carrément, les membres du gouvernement, le Premier ministre, Madame la ministre de la Culture, je pense, qui était ici à l'UNESCO. Ils ont fêté. Pourquoi? Apparemment, la SAP est rentrée, je ne sais pas, dans l'UNESCO, inscrit dans l'UNESCO. Je ne sais pas ce que ça rapporte aux Congolais. Je me suis même moqué de ça. Les gens ont dit que non, mais Faye, tu viens d'arriver en France, qu'est-ce que tu veux apprendre aux doyens? Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'était une façon de distraire les Congolais dans ce mouvement-là, parce que nous voyons combien de fois même les ministres congolais investissent là-dedans dans les concours de la SAP, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit ici à Paris, que nous continuons à boycotter, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça, au fait, au moment qu'il y a les cours? C'est pas un investissement. Vous savez, quand on lisait la philosophie marxiste-léniniste, quand vous lisiez Le Capital, ou bien Ludwig Feuerbach, qui est la fin de la philosophie classique allemande, dans lesquels on disait que la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire que la religion permet au peuple, comme s'ils ont fumé de la moquette ou du joint, pour oublier leurs problèmes. Eh bien, la SAP est l'opium du peuple congolais. C'est par la SAP qu'on nous endort. C'est par la SAP qu'on nous fait jouer des personnages extravagants qui pensent qu'ils sont les personnages principaux de la société, mais ce sont des tigres en papier. Il n'y a rien derrière. Si vous n'avez pas d'investissement, vous êtes venu accompagner le monde. Vous n'avez rien. Quel héritage vous allez laisser à vos enfants? Des chaussures Weston? Ils ne portent pas la même pointure, vos enfants. Ils ne portent Ça veut dire que nous, on a deux opiums. Comment? Ça veut dire que nous, on a deux opiums. On a d'un côté l'église qui nous bassine de gauche à droite, et de l'autre, on a la SAP. Comment on va s'en sortir? Parce que quand on va vous réunir, la jeunesse va vous réunir, le gouvernement va vous dire bravo, vous faites la SAP, ça vous permet de vous éloigner de vos propres préoccupations. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu portes le Gucci, que tu portes le Yves Saint Laurent? Qu'est-ce que tu portes dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cerveau?
Que sont devenus les grands sapeurs? Dites-moi. Donnez-moi l'exemple. Les Stervos Nierkos, ils ont laissé quoi? Ils ont laissé quoi? Ils ont investi quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de commun pour aider l'évolution du Congo-Brazzaville? Moi, j'en ai marre qu'on continue à me parler de la SAP. Nous avons inventé, c'est Abba Congo. Oui, c'est pas parce que vous me parlez de la SAP que ça fait avancer le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'investissement? Les sapeurs, vous aurez pu prendre tout le quartier des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez pu acheter tous les immeubles là-bas. C'est vous qui devriez contrôler le marché des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez dû acheter le cinéma Rex, où se passait Black Micmac à l'époque avec les Joe Ballard, les docteurs Liman. Vous êtes responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise, les sapeurs. Mais ils ont créé une philosophie. Et j'ajouterais, honte aux sapeurs aujourd'hui qui se paradent et qui viennent parler comme s'ils avaient inventé le fil à couper le beurre ou du shampoing pour les chauves. Sapeur, tu n'es rien. Tu n'as pas investi et tu t'étais. Voilà. Il y a même la prière. Il y a même la prière. Vraiment, il y a même la prière. Vraiment, M. Alain Mabankou, pour dire sur les sapeurs. De l'imbécilité à plus grande échelle. Et je ne vous laisserai pas tranquille, mes chers sapeurs. Parce que je sais, si je veux m'habiller, c'est pas vous qui allez me donner le code. Vous avez vu les couleurs que je mets? C'est pas de la SAP. C'est pas de la SAP. C'est pas de la SAP. Je porte des choses dont je n'expose pas les griffes parce que ces gens-là, je vais pas les rendre riches. Voilà. Mais il y a quand même une philosophie derrière, M. Mabankou. Ben Moukasha a créé les 10 commandements de la SAP. Donc, il a essayé d'inclure un petit côté mystification. Il y a la prière apparemment des sapeurs. Ils ont créé des mots qui veulent intégrer dans le Robert, hein, la diatonce, hein, c'est-à-dire la manière de marcher. Est-ce que quelque part, y a-t-il un apport culturel au-delà de l'aspect économique qui est totalement bafoué? Mais est-ce qu'on peut retourner la situation aujourd'hui pour essayer de contrôler ça comme une économie pour demain? Puisque aujourd'hui, on ne va pas changer le Congolais. C'est comme le cas de la religion. C'est très compliqué de sortir le Congolais de la perception religieuse dans laquelle ces gens se trouvent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut retourner la situation quand même pour se dire que bon, essayons de profiter? C'est ce que font très souvent les Occidentaux d'ailleurs. Vous savez, quand vous créez quelque chose, il y a le dépôt du brevet, l'INPI, des choses comme ça, où vous touchez des droits. J'ai fait de la production musicale, qui est un investissement, je vous affirme. La production musicale est un investissement. J'ai fait publier 2 albums, Black Bazaar 1, Black Bazaar 2, depuis 2012-2013. Jusqu'à présent, je continue toujours à toucher les droits de production. Partout dans le monde, quand on le joue, ça revient. C'était de l'investissement que j'avais fait. Le premier album, j'avais dépensé 30 000 euros. Le deuxième album, j'avais dépensé 40 000 euros. À l'époque, en mettant 70 000 euros, les gens disaient « tu n'auras rien ». Mais sauf que c'est de l'argent qui a été étendu comme ça là. Si vous dites que vous avez inventé les 10 commandements de la SAP, pourquoi vous ne touchez pas les droits sur les 10 commandements là? Quel est l'investissement que vous avez fait? Ça vous rapporte quoi? C'est écrit nulle part, c'est seulement dans les vidéos YouTube. Voilà, ça vous rapporte quoi en dehors d'aller le dire dans un restaurant congolais pour s'attirer les regards des uns et des autres? Si vous avez inventé la démarche des sapeurs, ça vous rapporte quoi? Si vous avez créé la SAP, ça vous rapporte quoi? Aujourd'hui, c'est Guinness qui est en train de faire de l'investissement sur les sapeurs congolais. Il vous réunit, il va faire la pub de Guinness, on vous paye 500 €, vous êtes content, vous allez danser derrière la case de votre papa, pendant que Guinness a touché des millions. Ah oui, c'est ça. Moi, la SAP, oui. J'en ai parlé dans mes livres, dans Black Bazaar, dans Bleu, Blanc, Rouge, dans Tais-toi et meurs. Eh bien, j'ai touché des droits d'auteur sur la SAP, parce que je l'ai fait dans le roman, et je continue à toucher des droits d'auteur de ces livres. Quand on le joue au théâtre, quand on parle de sapeurs dans ces livres, Mbongwezo Kota. Mais vous avez inventé quoi? J'ai une question. J'ai une dernière question. Bon, pas la dernière question en tout cas. Est-ce que vous avez aussi, comment dirais-je, parrainé des jeunes écrivains qui aimeraient écrire ou... Ah, j'allais poser la question aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut écrire ou quelqu'un a déjà écrit, est-ce que vous l'accompagnez effectivement? Très bonne question. C'est pour ça que vous avez vu les tournées que je fais en Afrique. Je fais des ateliers d'écriture
les instituts français, les ambassades, les centres culturels. Et je remercie quand même ici l'ambassadeur du Congo au Sénégal, Akaevi, qui est écrivain et qui était venu à mes ateliers et qui m'a montré une chaleur patriotique intéressante. Vous voyez que quand on fait des choses en commun, voilà, Akaevi qui était là, et j'ai fait la tournée. Je suis allé même dans des endroits de guerre. J'ai fait des ateliers d'écriture dans le Kivu, à Goma, là où ça crépite. J'ai pris les navires avec les casques bleus qui me défendaient à côté. Je vais faire des ateliers d'écriture dans le continent. C'est pour ça que j'avais écrit le livre « Lettres aux jeunes romanciers sénégalais ». C'est un livre qui permet de faire des ateliers d'écriture, d'expliquer la notion d'écriture. Donc, moi, je suis prêt à le faire gratuitement, comme d'habitude. Eh bien, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est aussi un investissement parce qu'on forme les cerveaux et il nous faut, et ça je le demande aux économistes africains, s'il vous plaît, apprenez l'investissement aux jeunes Congolais. Ne laissez pas les jeunes Africains, les jeunes Congolais tomber dans le piège de la société de consommation où ils pensent que ce qui brille continuera à briller plus tard. Chaque dollar, chaque euro, chaque franc que vous utilisez, si vous avez utilisé 1 et que c'est parti sans vous retourner 2, vous avez fait une erreur dans votre existence. Si vous avez 5 euros, si vous l'utilisez, utilisez sur quelque chose qui va vous ramener 10 euros. C'est important, le niveau de l'investissement. Et c'est pour ça que je crois que moi, ce que je sais faire, c'est d'impulser les gens dans la création, d'impulser les gens dans tout. Regardez un peu ce qui s'est passé dans la musique, parce que vous ne l'avez pas vu. Comment on a fait pour amener le live payant de l'interview de Ferrego là, qui a fait rentrer 200 000 euros? Vous êtes au courant? Ah ouais, Vous êtes au courant? ah ouais. Ah ouais, non, Non, on n'est pas au courant. Le live que j'ai animé, c'est la première fois dans l'histoire des deux musiques qu'on a fait le live payant. Et voilà, ça s'est passé le 2 juillet dernier et c'est toujours en replay. C'est moi qui posais des questions. C'était l'entrée 8 euros. 8 euros. Bravo. Et ils étaient plus de 20-25 000 à se connecter à payer 8 euros. Multipliez 25 000 par 8 et vous avez la solution. Ça vous permet de payer l'équipe, de payer les techniciens, de payer les journalistes, de payer une bonne partie à Ferrego là et tranquille. Ça s'appelle de l'investissement. Au lieu de finir de passer votre temps à vous insulter dans les YouTube, l'insulte est gratuite. Mais si vous voulez insulter Ferrego là, vous devez payer 8 euros pour venir l'insulter. Ah, ça. Voilà. Ça s'appelle de l'investissement. Et c'est pour ça que Ferrego là m'a amené vers lui. Parce que je lui apporte des idées qui vont l'enlever du débat inutile et sa parole devient rare. Plus elle est rare, elle est achetée. C'est cher, exactement. Demain, Bankou, j'ai encore une question. Demain, Bankou. Demain, Bankou, j'ai encore une question. J'ai une question, mais je repars encore un peu vers les sapeurs. Je sais que ça fâche un peu, mais bon, c'est la réalité. Je repars vers les sapeurs Demain, Bankou. Un moment ou un autre, moi, je te voyais chez le Bachelor. Le Bachelor, celui-là, qui a voulu un peu montrer l'image de la SAP autrement, c'est-à-dire économiquement parlant. Mais quand on essaie de voir, mais les Congolais... souvent ne l'encourage pas. Par contre, toi qui donnes des bonnes idées, d'ailleurs je suis surpris de savoir que tu as donné une idée, bon pas une idée, mais en tout cas vous avez travaillé avec Ferrego là jusqu'à rapporter jusqu'à 200 000 euros. Mais pourquoi ce genre d'idée, avec vos frères comme le Bachelor, vous ne l'avez pas orienté un peu dans ce sens-là pour pouvoir un peu monter des échéants? Tu sais, il y a... ton réseau, hein, ça ne marche pas bien. Mon réseau? Si, écoutez, il m'a entendu. Kento, c'est chez toi. Oui, c'est chez toi, Kento. Nous, on entend bien, oui. Bien, très bien. Non, mais tu fais bien de poser cette question. Moi, j'ai beaucoup soutenu Jocelyn Le Bachelor. Je lui ai rapporté la presse internationale. Je lui ai rapporté les journalistes. Je lui ai rapporté Canal+. Je lui ai rapporté tout. Quand je faisais au Collège de France, il m'a fait faire mes vestes, tout cela. Je voulais attirer de la lumière vis-à-vis des Jocelyn Bachelor.
Mais moi, je ne peux pas changer une société ou une entreprise dans laquelle moi-même, je ne suis pas impliqué financièrement. Vous comprenez? Il a sa façon de travailler et j'avais compris que ma façon était peut-être pas aussi compatible avec cette boutique qui était plutôt une boutique très entre nous, entre Congolais, etc., etc. Donc, je n'avais pas une prise économique sur ça. Moi, ce que je faisais, c'est que au lieu d'aller acheter les trucs ailleurs, je venais aider un frère en achetant. J'achetais toujours les habits chez Jocelyn Bachelor. Il me donnait rien. Moi, je dis non, tu n'as rien à me donner, c'est un travail. Moi, j'achetais mes habits là-bas. Donc, c'était vraiment ce que je faisais. Mais maintenant, si il était venu me voir en me disant, Alain, on ouvre quelque chose ou quoi, on aurait pu discuter autrement. Moi, comme je vous dis, je cours pas avec quelqu'un, après quelqu'un. Frère Gola vient me dire, grand frère, vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais, tout ça là, photo Koutana. On se voit, on discute, tout. Voilà, je lui dis, voilà les tendances, tac, tac, ce que j'ai vu aux États-Unis, gna, 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 gna. On met tout en œuvre. Et les choses sont là. Les choses sont là. Je veux dire que il faut suivre. Je veux dire, quand vous faites un investissement, il faut suivre. Il ne faut plus, je vous dis aujourd'hui, faire quelque chose dans lequel vous perdez de l'argent. Et le plus grand trou que les Congolais sont en train de creuser dans leur économie, c'est de croire que la SAP les rend riches économiquement. Non. Les sapeurs sont sans doute ceux qui sont le plus ignares économiquement. Ils sont les plus ignares économiquement parce qu'ils vivent avec le rêve de ceux qui brillent sans savoir que ce qui brille n'a qu'une durée éphémère. Ceux qui gagnent chez les sapeurs, ce sont les créateurs occidentaux avec lesquels ils n'ont pas de contrat. Malheureusement. Voilà. En tout cas, ça c'est vraiment une chose importante. Kento, tu as une question? Oui. Non, c'était pour dire aux gens de tapoter. Tapotez, s'il vous plaît. En tout cas, je pense que les gens ont entendu ce que vous avez dit, surtout. Ouais, le live bug un peu. Tapotez, s'il vous plaît. Et puis maintenant, moi je pense s'il vous plaît, la famille, ça bug. Si j'ai un conseil à donner à mes frères, à mes sœurs congolaises, ne vous prenez pas la tête à aller jeter la dernière chose, à aller porter des grosses griffes pour lesquelles vous devenez comme des marchandises ambulants. Vous êtes comme des voitures avec des publicités à gauche et à droite partout. Je vois des crétins de pied à la tête Louis Vuitton. Mais les riches, ceux qui ont l'argent, ils n'ont pas ça sur leur tête. Ou alors, si vous voyez LeBron James ou Michael Jordan avec Louis Vuitton a payé. Et vous êtes comme des marionnettes qu'on ballotte, on dirait un sac de sucre sur lequel on a mis la date de péremption et la marque. Portez ce qui vous va bien et au lieu d'aller acheter un blouson à 2000 €, ces 2000 € là, faites de sorte qu'ils deviennent 4000 € demain. Et dans les 4000 €, vous prenez les 3000, vous mettez à côté, vous bouffez les 500. Les 500, vous envoyez au pays. Regardez, vous êtes en chemise simple, mais il y a 3000 € qui sont là. Lui, il est en Louis Vuitton. Il y a 0 dans le compte. Ndako Ezate, il n'a jamais acheté une maison. Il a des problèmes de loyer. Hein? Mais il a un diplôme, ça fait 30 ans qu'il est en France et c'est son diplôme. Ça fait 30 ans qu'il est en France. Moi, je ne me vante pas, les amis. Je ne me vante pas, mais j'ai le droit de vous le dire directement. Et je sais que la communauté des sapeurs va me détester, mais je m'en fous tant que j'ai les jeunes Congolais qui pensent que ce que je dis va dans leur intérêt, ça me suffit. Pour le reste, je n'ai pas de leçons à recevoir de ceux qui ont raté leur vie et qui voudraient que la jeunesse congolaise aille comme de moutons de panurge dans le désespoir. Non, c'est fini ça. Mais que pensez-vous finalement des randonneurs, hein, ceux qui pensent qu'aujourd'hui vous validez un peu trop le côté de la RDC, ceux qui trouvent qu'il faudrait pas, un Congolais doit être seulement Congolais, les Aïrois c'est les Aïrois, qui voient les Aïrois comme des ennemis. Comment est-ce que vous voyez ces personnes-là justement? Non, nous sommes dans un monde globalisé. Comme je vous l'ai dit, et si c'est les Congolais de la RDC
qui viennent me voir. J'ai jamais vu un Congolais venir me voir, grand frère, donne-moi ceci, fais-moi cela. Hein. Vous avez tous les musiciens. Vous avez eu des grands concerts. Combien d'eux sont venus me voir pour me dire, viens. Ferregola m'a payé un billet que je quitte Los Angeles pour venir à Paris dans ces arénas pour être dans la salle VIP. Vous savez combien ça coûte? Non. Ferregola l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Mais parce qu'il s'est dit, ah, je peux investir là. Et à la fin, bon, arrivait l'idée, boum, il a le live, l'argent est rentré. Quelqu'un qui a payé un billet, peut-être dans tout qui faisait 7 000 euros ou 8 000 euros, il a mené 200 000. Là, vraiment, un mélange Brazza, RDC qui a donné 200 000. Il y en a, c'est des mélanges qui donnent rien. Vous ignorez qu'il y a 2 Congolais qui supportent Ferregola. Je suis avec Christian Ingani. Christian Ingani, il est Congolais de Brazza. Il est Congolais de Brazza, je ne suis pas le seul. Il y a des Ingani, il y a des Antillais, il y a tout autour de Ferregola. Donc, dans ce sens, il faut que les Congolais de Brazzaville sachent aussi que ça ne sert à rien de nous critiquer. Si vous voulez faire quelque chose, viens me voir. Et si j'ai dit non, là, va faire ton live et dire que j'ai vu ma banco, il n'a pas voulu. Vous avez fait les promos là, on va faire ça, le casino de Paris. Personne n'a appelé. J'étais même à Paris. Mais je ne vais pas venir supplier quelqu'un. Si chacun trouve son bonheur en tournant le dos au conseil, continuez. On se verra dans 10 ans. On se verra dans 10 ans. Donc, je n'aide pas. Moi, j'aide ceux qui veulent travailler. Moi, j'ai travaillé avec Balou Kanta. Il est du Congo-Brazzaville. J'ai travaillé avec New Vert. Il est de Cuba. Je travaille avec Ferré. Il est de la RDC. J'aide de temps à autre Michel Bass avec sa chanteuse Tracy Lacayenne. Ils sont de la RDC. J'ai aidé Douleur, qui était musicien du Cameroun. Mais les gens ne voient que le Congo démocratique parce que je suis avec le gros poisson, Ferregola. C'est mon petit frère. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, j'aime tellement sa musique qu'il faut que je l'aide. Quand je l'aide, je sais que je suis en train de sauver la rumba congolaise. C'est ça le problème. Amen. Voilà. En tout cas, ça, je pense que c'est une leçon que les gens aujourd'hui devront comprendre. Ce n'est pas Monsieur Mabankou qui n'a pas voulu soutenir des Congolais, ce sont les Congolais qui ne se sont jamais rapprochés de Monsieur Mabankou. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être parfois dû au fait que les gens ne savaient pas que vous saviez autant de choses finalement, parce que dans la tête de beaucoup de Congolais, Alain Mabankou est un écrivain et l'histoire s'arrête là, alors que vous êtes un homme comme tous les autres, donc vous avez certainement beaucoup de compétences et au vu de votre parcours, ça je n'en doute pas. Et moi le premier déjà, je vais m'ajouter à vous, bien entendu, pour m'abonner à vous, parce que je vous contacterai très certainement pour des projets très sérieux, bien entendu, comme je l'ai répété ici. Comme je l'ai répété ici, ça ne sert à rien de contacter Monsieur Mabankou si vous avez votre devoir de 3e affaire. Si vous avez... Ouais. Vas-y, Kento. Non, mais ça bug. Je ne sais pas si il y a que moi. Ça bug. Alors, tapotez s'il vous plaît, parce que là, on arrive vraiment à la fin. On avait annoncé la fin, c'est vrai. On arrive vraiment à la fin. Tapotez s'il vous plaît. Donc, je le répète, si vous voulez, si vous voulez travailler avec Monsieur Mabankou, premièrement, assurez-vous que votre projet est quand même conséquent. Attends, Kento. On parle en même temps. Faites comme Kento. J'ai voulu que Monsieur Mabankou passe son live. Je l'ai contacté. Donc, exactement. c'est ça. Tapoter la famille. Donc on voulait parler. Ouais, en fait, c'est Kento qui a un problème de réseau. C'est un problème de réseau. Oui, Kento, c'est toi qui as un problème de réseau. Moi, oui, j'ai un problème de réseau. Donc, s'il vous plaît, comme j'ai dit, si vous contactez Monsieur Mabankou, essayez de contacter le monsieur justement avec des projets intéressants. On va pas le retenir ici, toute la soirée. Bon, chez lui, je pense qu'il fait encore jour. Et oui, il est 14h15. Voilà. Je suis toujours avec. On va rapidement. Je suis toujours avec mes amis qui vous regardent là. Vous voyez? Ah, d'accord. C'est mon petit là. On va poser. Et... Ok, donc vous avez un petit peu les chiots, c'est ça? Oui, Kento. Toujours, c'est mes amis. Voilà. Oui, on t'entend, Kento, oui. D'accord. Concernant la situation des terres, M. Mabankou, concernant la situation des terres de Rwanda. De Rwanda. Vous avez vu l'actualité
quel est votre avis concernant cette situation? Je vous assure que je n'ai pas l'information, la source la plus directe. Je ne suis pas au point sur cette question. C'est pour cela que je ne me suis même pas prononcé là-dessus. Moi, j'aime toujours discuter sur des bases claires, sur des éléments objectifs, d'écouter, de voir ce qui a été écrit. Actuellement, je n'ai pas d'informations là-dessus, à moins que vous m'informiez. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, je pense que si vous n'avez pas des informations, vous n'aurez pas forcément une analyse très claire à nous donner par rapport à la question. Ça parle de la vente de terre, en fait. Ça parle de la vente de terre du Rwanda. En fait, ils veulent prendre des Rwandais pour cultiver les tomates, cultiver des raisins, pour cultiver autre chose. Pendant ce temps, il y a des Congolais qui n'ont pas de travail, en fait. Donc, concernant, ils veulent faire des mines et tout, aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Et en fait, ça ne va pas aussi nourrir les Congolais, mais ça va nourrir les Rwandais, en fait. Donc, les Rwandais vont venir cultiver au Congo pour rapporter au Rwanda. Donc, d'accord. Donc, oui, j'avais vaguement entendu. Et c'est acté tout ça là, c'est sur le champ, c'est fait. Oui, apparemment, allez-y. Apparemment, c'est ce qu'on a. Je peux rebondir si tu veux. Je peux rebondir. C'était confirmé. On a vu la presse rwandaise qui a dû divulguer l'information qu'ils étaient contents de venir au Congo pour venir cultiver le maïs et autres. Et quand on s'interroge par rapport au gouvernement congolais de nous expliquer, eux ils disent qu'ils n'ont jamais vendu des terres, il n'y a pas de terres qui ont été vendues. Et quelques temps après, on a vu l'ambassadeur rwandais qui demandait le titre foncier au Congolais, hein, le titre foncier. Donc on est un peu dans la confusion, on se demande, mais de l'autre côté on dit on a vendu, mais de l'autre côté ils disent le contraire. Donc, c'est pour cela que, ma chère Kento, il faut être très précise ou très précis lorsqu'on aborde des questions d'une aussi grande gravité et qui touchent l'intégrité du territoire. Si vraiment telle que la situation est peinte, ça serait vraiment dommage après que nous puissions dilapider ce qui nous reste le territoire, c'est quelque chose d'essentiel. Les richesses de la terre, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, moi, je me documenterai là-dessus, hein, parce que je crois qu'il y a plusieurs versions qui sont là, mais c'est déplorable, si c'est le cas, de pouvoir déjà supporter le fait que il y a le problème de l'Asie qui était déjà là, puis le problème du Rwanda dont on vendrait. Voilà. Il faut que je me renseigne. Vraiment, je ne peux pas, en tant que quelqu'un de responsable, donner vraiment une opinion, me basant simplement sur ce que j'entends à gauche et à droite. J'entends des sources autorisées qui éclaircissent et qui établissent les choses telles qu'elles ont été faites et négociées. D'accord, très bien. De toute façon, sur la situation des terres, si effectivement vous n'aviez pas l'information exacte de ce qui s'est passé, ça ne sert à rien qu'on vous pose des questions là-dessus parce qu'on n'aura pas plus d'éclaircissement. Parce que l'idée, c'est d'avoir votre analyse. Mais si vous n'avez pas déjà le sujet dès le départ, il n'y aura pas... Non, moi, je ne peux pas faire de la démagogie. C'est vraiment pas ma nature de faire de la... Non, le gouvernement... Non, je lis... Des éléments sont là parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça que nous tombons parfois sur la question de diffamation, des questions, et après on vous croit plus. Si chaque fois qu'il y a une question aussi grave, vous la traitez avec le sentiment ou l'impulsion patriotique, ce n'est pas de la bonne gestion de son intellect. Il faut prendre le temps de rechercher l'information, de rechercher les sources, de les corroborer avant de prendre une décision finale. D'accord, très bien. Je comprends, hein, on doit prendre le sujet par rapport au document. Mais en un mot, est-ce qu'un pays, là où il y a un gouvernement responsable, il peut vendre des terres ou céder des terres? En un mot. Non, mais parce que non, ça c'est dans l'hypothèse. Hein. Moi, dans l'hypothèse, exactement.
la terre appartient au peuple. Exactement. Si on part sur le principe d'une république, la terre appartient au peuple, c'est un héritage collectif. Tout à fait. Et donc, pour vendre un héritage collectif, il faut demander à ses héritiers, c'est-à-dire le peuple. Donc, c'est le peuple qui doit décider de vendre ou de faire quelque chose. Mais de toute façon, les terres d'un pays sont incessibles. Parce que si vous vendez la terre, c'est comme si vous êtes en train de vendre le pays. Exactement. Merci. Le pays est à vendre. Donc, achetez notre pays parce que si vous vendez les terres, ça veut dire que les Congolais deviennent locataires dans leur propre pays. Ils doivent payer un loyer à ceux qui ont maintenant la propriété de la terre. Ça, je parle seulement au cas où... Exactement, c'est ça. Mais par contre, doyen encore, quand vous voyez la situation de la RDC, d'accord? Vous voyez la situation de la RDC avec le conflit politique qui s'oppose entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que vous voyez que le Congo aura des bons rapports dans ce genre de conflit, de signer des accords, que ce soit partenaire, que ce soit militaire ou quoi que ce soit, en sachant que le Congo-Brazzaville est le pays le plus proche avec la RDC? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Des accords militaires entre qui et qui? Non, les accords en un mot seulement. Les accords entre la RDC et le Brazzaville, au moment que le Rwanda a un conflit avec la situation diplomatique, tu veux dire? Oui. Voilà. Mais vous savez, c'est comme ça qu'on a eu le fameux conflit des Grands Lacs. C'est-à-dire que il y a un ou deux pays qui vont commencer quelque chose et ça embrase pratiquement l'ensemble des pays qui sont là. Vous avez donc l'Ouganda, Burundi, Rwanda, etc., etc. C'est une sorte de continuation de la question de l'influence qui a toujours été un des éléments forts dans les pays de Grands Lacs. Sachant que entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, nous n'avons pas de frontières et que plutôt c'est la RDC et le Rwanda qui ont des frontières, mais les couacs que peuvent avoir le Rwanda et la RDC influenceront forcément la République du Congo, puisque n'oublions pas que nous sommes aussi dans la région des Bantous. Il y a de l'autre côté aussi les Bantous. Les Hutus sont considérés comme faisant partie du groupement de peuples de Bantous qu'on retrouve en RDC et qu'on retrouve au Congo-Brazzaville, dans ces pays-là. Donc, forcément, il y aurait des conséquences. Si, par exemple, le Rwanda a des problèmes avec la RDC et que le Congo-Brazzaville décide de vendre des terres aux Rwandais, ça veut dire que vous êtes amis de nos ennemis, donc nous aussi, en tant que RDC, nous devenons votre ennemi puisque vous êtes amis de notre ennemi. Donc voilà, c'est le principe mathématique simple. Les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Voilà. Exactement. Merci, doyen. Merci. Je laisse la parole. Il y a encore d'autres questions. On va quand même libérer monsieur Alain. Alors, donc, s'il y a des personnes qui ont des dernières questions en commentaire, je prendrai les meilleures questions. Chris, vas-y, pose ta question. Le reste des personnes, vous pouvez poser des questions en commentaire et on prendra les dernières questions et puis on va laisser monsieur Mabanko. Chris, vas-y. En tout cas, merci encore. Déjà, félicitations pour ce grand marathon aux panélistes. On a revécu un peu ce qui s'est passé avec le live de Ferrego, là, comme a dit l'aîné Mabanko, c'est-à-dire le format, il était propre, ça s'est passé dans les meilleures conditions. Donc, je tiens à féliciter déjà l'aîné qui a vraiment consacré énormément de son temps pour la jeunesse congolaise qui était active, même en commentaire. Donc, grand merci à l'aîné, mais grand merci aussi aux panélistes, Kelte Mundele pour ce cadre d'expression, et aussi Terre Noire et ceux qui sont montés. Bon, ma question, l'aîné Alino, comme on l'appelle affectueusement, l'aîné Alino, il s'est présenté plus aussi du côté d'être un acteur de la société civile. Et moi, mes questions seront plus orientées en tant qu'acteur de la société civile, parce que moi, je suis activiste et défenseur des droits humains pour la cause du Congo. Donc, j'aimerais vraiment avoir aussi sa lecture en tant qu'aîné sur ces questions-là, très rapidement, sans trop le garder encore longtemps, parce que j'estime qu'il est aussi fatigué. C'est combien de questions, Chris? Parce que je suis entendu. Tu as dit plusieurs fois ces questions. Je comprends Terre Noire. Oui. Ma question est la suivante. L'aîné avait théorisé sur la révolution des grands bassins
Si j'ai écorché la définition, mais c'est ce que j'avais retenu à l'époque, c'est-à-dire il avait théorisé, je crois, 7 ou 8 ans avant. La révolution du bassin du Congo. Exactement. Donc, dans cette révolution-là, on a vu l'aîné revenir lorsque la situation s'est matérialisée, par exemple, au Gabon, dans les grands médias et tout. Et donc, ma question est toujours dans cet élan. Est-ce que l'aîné croit toujours à cette révolution des grands bassins dans le reste des bastions détenus dans les dictatures, c'est-à-dire que ce soit le Cameroun, mais moi je préfère plus m'intéresser sur le cas du Congo. Donc est-ce que l'aîné, suite à son expérience et toute la lecture de la situation, j'ai 2 questions seulement. Donc la première question c'était celle-là, quel est son point de vue compte tenu de la situation qui perdure, que ce soit la crise socio-politique et économique? Oui, je pense que la question de la révolution du bassin du Congo reste toujours d'actualité. On a vu un peu les métamorphoses ou tout ce qui a bougé du côté du Gabon, qui avait déjà bougé un peu à gauche et à droite dans les pays du Maghreb. Et quand je parle de la révolution du bassin du Congo, c'est que j'ai toujours parlé du fait que beaucoup de pays qui sont dans ce bassin du Congo, comme le Congo-Brazzaville, comme le Cameroun, en particulier, ces 2 pays détiennent encore jusqu'alors le record de la durée des présidents au pouvoir. Et que ça veut dire aussi que on ne peut pas vivre au XXIe siècle avec des institutions dont les présidents font plus de 10, 20, 30 ans au pouvoir, donnant l'impression que cette nation ou ces nations n'ont pas la capacité de réinventer ce qui pourrait décider du destin de ces pays. Donc, à l'intérieur de ces pays, intrinsèquement, il y a une révolution silencieuse qui s'est faite. Il y a une autodestruction du système qui s'est fait et qui finira par exploser, c'est inéluctable. Ça s'explosera. Pourquoi? Parce que les structures qu'on nous propose aujourd'hui dans ces pays du bassin du Congo sont en contradiction avec les attentes de la jeunesse. C'est pour cela que j'ai parlé de la révolution. La révolution, c'est le chamboulement, c'est la métamorphose. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler pratiquement le Big Bang. Voilà, le Big Bang, où vous sentez que il y a quelque chose qui va pousser de la terre et ça va faire exploser la terre pour faire renaître quelque chose de plus jeune et de plus neuf. C'est inéluctable parce que nous ne savons pas comment le lendemain sera construit, qu'il y a une sorte de qui-vive général. Mais la révolution, elle est là, elle est lente, elle est latente, elle est inéluctable, elle se fera. Et la dernière question, Chris. En tout cas, merci pour la réponse, cher aîné. Et l'autre question, toujours concernant la société civile, on a vu qu'ailleurs, vous avez, même en début, vous avez expliqué que vous avez voyagé dans plusieurs pays, surtout en Afrique. On a vu que dans ces pays, par exemple, lorsque vous parlez du Sénégal, du Burkina Faso, on trouve une société qui est mature sur plusieurs questions, surtout les questions sociétales ou politiques. Et dans les bastions véritables de ces tyrannies, c'est-à-dire en Afrique centrale, on note qu'il n'y a vraiment pas cette maturité. Mais quand on voit le tableau des pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit par exemple qu'il y a une société civile qui a fait un travail énorme, par exemple sur les ateliers, comme vous étiez en train d'expliquer, des ateliers d'écriture pour éveiller les consciences citoyennes, que ça soit, comment on appelle ça, utiliser même la presse clandestine à travers toujours l'éveil des consciences. Mais pourquoi en Afrique centrale, surtout là où règnent des dictatures longues, quelle est vraiment la difficulté selon votre regard de la société civile congolaise ou encore dans le sens global, quoi, pour retrouver ces manquements-là, c'est-à-dire cette difficulté à s'appuyer sur ces éléments-là pour rendre effectif l'éveil de conscience citoyenne au point où on arrive finalement à des bonnes résolutions où la population ne serait plus démissionnaire à accompagner ces élites lorsque ces élites s'engagent. Donc votre lecture en voyant un peu le tableau des pays comme les pays des hommes intègres ou bien de la Teranga, où on sent un éveil de conscience, peu importe les différentes générations, mais quand on rentre vraiment en Afrique centrale, on a du mal là. Quel est le problème véritable de la société civile, si c'est ça vraiment,
s'il y a vraiment des manquements, quelle est vraiment votre lecture, quoi? J'ai eu à me répéter, mais j'espère vraiment que j'ai été clair sur la question. La lecture que je ferais, c'est que dans les pays de dictature, on a la politique du sommeil des consciences. Dans les pays que vous avez cités de l'Afrique de l'Ouest, on est arrivé à la culture de l'éveil des consciences. Donc, nous, au lieu d'emprunter le chemin de l'éveil des consciences, on s'est cantonné au chemin du sommeil des consciences. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que de la même manière que la religion était l'opium du peuple, j'avais donné l'exemple que la SAP aussi était l'opium du peuple. On essaye de nous endormir par des jeux, les Miss Congo, les SAP de ceci, les cultures de cela, et ça permet un peu d'arriver à cette situation où, à l'époque, Mobutu pouvait régner pendant 100 ans, tant qu'on continuait à jouer de la musique, à battre le tam-tam, etc., etc. L'éveil des consciences est une sorte de prise de décision qui doit venir du peuple. Et cette prise de décision, comme je l'ai dit, est inéluctable. On ne peut pas continuer chaque fois à vivre une situation politique qui date de l'époque jurassique, à un moment où nous sommes à une époque du numérique, à une époque de la fibre optique, à une époque pratiquement de la surréalité. Donc à un moment donné, la vie réelle que nous avons au Congo se trouve en inadéquation avec les projets de la jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise regarde ce qui se passe ailleurs et a conscience qu'elle est toujours en train de ronfler pendant que les autres sont en train de marcher. La jeunesse congolaise est un obèse en train de ronfler. Merci beaucoup, Terre Noire, je descends. Grand merci et bonne soirée à l'aîné aux panélistes. Merci. Donc, Kento, est-ce que tu es là? Donc, Oui, en tout monsieur, cas, là, il y a encore des questions. non, on va va s'arrêter là, parce que sinon ça s'arrêtera jamais, tellement le plaisir de la discussion. Voilà. En tout cas, déjà, je tiens à dire que voilà, un grand merci pour cet entretien. Les Congolais en avaient besoin. Il y a eu beaucoup de critiques à votre égard parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. D'où aussi l'importance de parfois s'expliquer. Comme je disais, on était comme dans une sorte de mbongi où on avait des questions à poser. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que effectivement les gens vous voient aussi comme une sorte d'élite, une personne qui peut poser des réflexions. C'est pour ça qu'on a voulu justement avoir cet entretien avec vous pour que les Congolais qui sont là puissent vous suivre aussi. Donc vous allez pouvoir dire un mot, un conseil à la jeunesse congolaise dans une des deux langues nationales que vous préférez et nous chargerons de la traduction si besoin. Voilà. Comme ça, on clôture un peu tout avec la congolité et ensuite Kento dira aussi son mot de la fin par rapport à tout ça. Ok, merci beaucoup aussi. Attends Kento, il finit d'abord, ensuite tu clôtureras. Oui, ben je veux le dire en Monukotuba parce que je suis plutôt de Pointe-Noire et que mon lingala n'est pas bien. Mugana zonza na beno que boala bet nyonso. Bet vanda na moi ba timia bien. Ba timia imbi samna kutungo boala ke sala jamais mambia bien na boala beto. Munu ke mutia Pointe-Noire. Muke ya beno peut-être aussi muke leke beno. Mais c'est parce que nous zol beno, parce que nous zol bois les beto, parce que nous zol bet vande no babatia timia bien que nous que na sala nion suai. Que lumbu que kuiza ben que vande aussi babato in que vanda kilengi ya bois les beno. Mais ben vanti ma imbive samna bapanga beno. Ben kwenda toujours malembe. Kulanda ve Andrea bawe mesalman bia donc mun aussi faut musalia ou etc. Faut ben vanda ensemble pour que betunga boala parce que mbasi babet kezaba banani vutula boala bet na manima banani kina zola que bet kwenda na matwala mais muke van toujours awa samna kupesa beno ba mambo ina ke nat bet na matwala voilà. Merci à Beno Matondo Mingi parce que Ben Moku a Mounou
moi qui congo aussi que nakona manisa malembe parce que moi lumputu me kota tout ça là, mais il y a pas de problème. Ba muke vutuka muke longo kadiaka qui congo ya bien ini angolo ya Pointe Noire. Tata. C'est très bien. Kento. Ni Fasoina, c'est ce qu'on a écrit dans les commentaires. Ni Fasoina, en tout cas, elle a fait bien. Nous aussi, je tenais précisément à vous remercier vraiment d'avoir accepté aujourd'hui de venir avec nous, d'être avec nous ce soir. Et je voulais juste dire merci en tout cas. Merci. Les mots ne suffisent pas, on dit merci. Et on sait que prochainement, vous n'allez pas tarder encore à revenir entre nous. Non, il n'y a pas de problème. On reviendra. Et on a tellement, nous sommes là, la diaspora congolaise, là, comme nous faisons des émissions comme ça, on se rassemble un peu, voir un peu ce que nous pourrons faire par rapport à la diaspora congolaise. Et prochainement, on va vous contacter aussi concernant ce que nous sommes en train de essayer un peu d'organiser entre nous. On vous contactera pour que vous puissiez peut-être nous parrainer. Il n'y a pas de problème. Hein? Merci, Mingi, bâton de Mingi. Émission et Sili, Tokangi Magasin, aux autres localités. Na complété na lingala doya Alain, pour que Tokanga bien. tosepeli mingi kulutu ndenge ozalaki na biso elongo na ndenge tosololi boye po na mboka epesi encore courage esengo mingi na bajeune pour ke baleka bongo kotelema baleka bongo comprendre situation ya mboka na biso epuis baleka bongo koyeba ndenge banda kotambola en étant à l'étranger. En tout cas, merci à trop. Toyebi ke bato miso bazala mo frustré mais eza bongo. Il faut bazala frustré pour que et toucher bon ba le kako bouger ba le kako changer makambo ndenge basalaka ya babilobi basala ba se rattraper. Voilà, en tout cas, merci Kouloutou ko changer tes zalaka ndenge ozali. Ba Congolais va continuer kana critique. Un Congolais a ligne critique. Voilà, donc doyen biso toyebi déjà que o lobby ezandi wana et ça le plaisir. Parce que même Mokoko babosana ya Mokoko kombi babosana même na boloko mais ba Congolais moto balinga ki akende l'élection. Donc ezali boro doyen alema beaucoup kolembate parrainer ba petio ba koyaka pembeni na yo fongolela bango ba porte. En tout cas kombo Congo kende liboso et kozala pe au nord na yo ba ke no mwana oyo alema banko mota parrainer ki. Plaisir à toi. Merci encore Terre Noire, merci à Kento. Merci beaucoup. Okay. Merci. En tout cas, merci à vous, merci à vous. Ok. Merci. Bye bye. Kata. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo.